Je peux y aller? Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Corinne Bordonnet, je suis radiologue, j'ai la chance de travailler dans le service du professeur Santouli. Je viens relire les IRM et faire des échos une fois par semaine. Je voulais remercier pour ce topo le docteur Omri qui est PH de mon service à l'Hôtel Dieu et qui a largement participé à ce topo. Donc on se voit pour faire un bilan un peu récapitulatif sur l'imagerie mais centré sur l'échographie dans le bilan d'infertilité. Sachant que le docteur Anne-Élodie Minichère va venir vous faire un topo spécifique sur l'endométriose, on en parlera mais de façon assez rapide. Donc en fait, dans la PMA, l'échographie, elle a vraiment une grande place puisque c'est vraiment le bilan d'imagerie de référence, qui soit initial ou pour le suivi. L'échographie est souvent associée à l'hystérosalpingographie et puis bien sûr au dosage, etc. Alors, les progrès de l'échographie de contraste sont aussi intéressants parce qu'on en parlera un tout petit peu. On arrive parfois à substituer l'écho de contraste à l'hystérosalpingographie qui reste un examen irradiant et pas très très agréable et difficile en fait d'accès. Il y a de moins en moins de radiologues qui savent en faire. Donc l'échographie pelvienne, elle est intéressante parce qu'elle est facile d'accès. On a beaucoup de gens qui font de l'échographie. Il n'y a pas de radiation, il n'y a pas de produit de contraste et on peut utiliser plusieurs voies d'abord, par le ventre ou par la voie vaginale. Il est 14 heures, j'ai commencé. Donc, mais c'est opérateur dépendant, c'est-à-dire qu'on peut faire une échographie et rien voir du tout si on n'est pas expérimenté. C'est peu reproductible pour la même raison. Et en fait, il faut vraiment savoir que la fiabilité d'un échographique augmente avec l'expérience, c'est mathématique et les courbes le montrent. C'est aussi intéressant parce que ça permet de faire des manœuvres dynamiques, qu'on peut mettre du Doppler, que ça a une très très bonne résolution spatiale. L'échographie, elle est proche des organes qu'on est amené à analyser par voie vaginale et donc on a vraiment une résolution excellente. Donc l'échographie, c'est un examen qui est à la fois spécifique et sensible pour analyser les pathologies que l'on va retrouver dans le cadre des bilans d'infertilité, que ce soit les polypes, les fibromes, les malformations utérines, les adhérences, les problèmes d'endomètre, également aussi l'endométriose. Et puis ça permet aussi de regarder tout ce qu'il y a autour. On ne voit pas que l'utérus et les ovaires, on a aussi une bonne vision du péritoine, des trompes, de la vessie, des intestins, quand on sait bien regarder. Donc l'examen, c'est échographique. Il peut être largement supérieur à l'IRM. Il faut quand même savoir que l'IRM, ça ne se substitue pas à l'écho. On a toujours l'impression que l'IRM, c'est mieux, mais pas du tout. En fait, chaque méthode d'imagerie a ses forces et ses faiblesses. Pour l'endomètre, l'écho est largement supérieur à l'IRM. Notamment, c'est le meilleur examen, l'écho, pour détecter les polypes par rapport à l'IRM. On voit beaucoup mieux en échographie, et ça, vous le savez, plutôt en première partie de cycle. On voit également des choses plus petites. Comme je vous le disais, l'échographie est un examen qui permet d'être au contact des organes qui nous intéressent. Et donc, parce que c'est au contact, on voit des choses beaucoup plus petites. Ça s'appelle la résolution spatiale. Donc, la résolution spatiale de l'écho est largement supérieure à celle de l'IRM. Si votre but, c'est de voir un tout petit truc, il faut d'abord s'escrimer à le chercher en écho avant de passer à l'IRM. L'examen est dynamique, comme je vous le disais. On peut s'aider de l'autre main pour voir s'il y a des adhérences, si on peut mobiliser les organes, le kyste, l'utérus, les ovaires. Et notamment, c'est intéressant quand vous avez des bilans pré-FIV pour voir si l'ovaire il est accessible ou pas par voie vaginale. Il ne faut vraiment pas hésiter à mettre à profit ce côté dynamique de l'écho qui nous permettra d'avoir des infos très intéressantes. Quand on parle d'endométriose, c'est aussi très intéressant parce qu'on peut avoir des adhérences. Sur le côté gauche de l'image, vous avez un utérus normal qui n'est pas adhérent, qui bouge bien. Et puis sur le côté droit de l'image, l'utérus est complètement bloqué à l'intérieur du péritoine et du pelvis et il n'y a rien qui bouge, avec notamment un gros nodule digestif derrière. Donc j'insiste sur l'importance de mettre à profit ce côté dynamique et interactif de l'écho pour avoir des bonnes images. On a également la possibilité de mettre le Doppler. Le Doppler, c'est un très bon examen qui nous permet d'analyser la vascularisation sans pour autant injecter du produit de contraste, alors que dans les autres types d'imagerie, on injecte du produit pour voir la vascularisation. Le Doppler permet de voir s'il y a des vaisseaux ou pas, de savoir si c'est des vaisseaux artériels ou veineux et de caractériser, d'aider à la caractérisation de certaines lésions.
Donc, surtout ne pas hésiter à utiliser le Doppler sur tous les organes que vous analysez. Ça permet d'ajouter un argument en faveur de la caractérisation. Parfois, quand on regarde les myomètres, on peut être embêté. On se demande si c'est de l'adénomiose ou du fibrome. Et ben, le fait de mettre le Doppler, ça nous donne un argument supplémentaire. Comme dans cet exemple, à gauche, on a un encorbellement. Ça fait comme une espèce de couronne. C'est plutôt en faveur d'un fibrome. Alors que l'adénomiose, les vaisseaux, ils vont traverser complètement de façon radiaire. Et ça nous donne un argument de plus. C'est pas toujours aussi simple que dans les bouquins de faire le différentiel fibrome versus adénomiome. Quand il s'agit d'analyser et de rechercher s'il n'y a pas des tumeurs, vraiment, le Doppler est fondamental. Il faut toujours mettre du Doppler sur les organes qu'on analyse parce que ça évite des grosses bourdes. Et notamment cette masse-là, on pourrait se dire, tiens, c'est un endométriome, ça a un peu la couleur et tout. Et en fait, quand on met du Doppler, on voit qu'il y a des vaisseaux partout. Il faut savoir qu'il y a de rares tumeurs qui sont aussi denses qu'un endométriome avec la même couleur. Et en fait, c'est des tumeurs à haute, qui se développent très rapidement et qui sont en général très agressives. Et c'est la catastrophe quand on prend ça pour un endométriome. Donc, si vous devez faire un petit... retenir quelque chose, c'est vraiment de ne pas hésiter à mettre du Doppler. Ça prend 1 seconde et ça permet d'éviter des gros problèmes. Attention, c'est pas parce qu'on appuie sur le bouton que forcément c'est bien réglé. Alors je sais que ça vous embête, toutes ces histoires de réglage, les gynécos, les sages-femmes, les médecins généralistes qui font de l'écho, c'est pas leur truc, la technique, mais c'est quand même important parce qu'on peut avoir des infos qui sont erronées si on règle pas bien les choses. Et notamment au niveau du Doppler, vous avez un bouton qui s'appelle le gain. Le gain, ça permet de savoir s'il y a des vaisseaux ou pas et de régler un peu la prise de Doppler global de l'image. Il faut toujours régler correctement votre gain pour être sûr de voir bien les vaisseaux. Ça, c'est une première chose. On règle toujours au maximum jusqu'à ce qu'on commence à avoir des artefacts de mouvement, c'est-à-dire quand vous voyez que les mouvements des intestins commencent à faire des images, là, ça veut dire que le gain est bien réglé. On aura une détection correcte des vaisseaux. Et après, il faut aussi, vous voyez, en haut, c'est un peu trop. En bas, c'est pas assez. Il faut trouver un juste milieu. Et après, il faut aussi régler la vitesse, parce qu'en fait, le Doppler, il permet de détecter des vaisseaux qui circulent à X ou Y vitesse. C'est à vous de déterminer la vitesse que vous allez devoir choisir. Si vous voulez choper un flux veineux dans des varices, la vitesse, elle est censée être hyper basse. Si vous voulez choper un flux artériel dans une tumeur, la vitesse, elle sera plus élevée. Et donc, vous ne pouvez pas dire, tiens, mon Doppler, il est négatif, si vous n'avez pas mis une vitesse correcte. Donc, il faut savoir ce que vous cherchez et quand même prendre le temps du réglage. C'est vraiment important, juste pour que l'information soit exacte. Sachez que quand il n'y a pas de Doppler, ça n'élimine pas une faible vascularisation dans les petites images, notamment dans les kystes ovariens. Même si le réglage est optimal, sachez quand même que plus l'image est grosse et plus votre fiabilité va être bonne. Sur l'image de gauche, on a une toute petite végétation, là, c'est pas hyper fiable. Sur l'image de droite, c'est un gros truc, il n'y a pas de vaisseau dedans, on est quand même beaucoup plus tranquille. Voilà. Encore une autre chose qui embête un petit peu, c'est les conventions anatomiques internationales. En fait, quand on fait de l'imagerie, même si on n'est pas radiologue, on est censé respecter les conventions anatomiques internationales. Sinon, quand les gens relisent les images derrière, il peut y avoir des problèmes. Donc, c'est comme ça. C'est pas nous qui avons décidé. C'est comme ça. Dans les bouquins d'anat, c'est comme ça aussi. La droite du patient, elle est à gauche de l'image. Un point, c'est tout. Et que ce soit par voie interne ou par voie externe. C'est à vous de mettre correctement votre sonde pour que vous ayez cette convention qui soit respectée. Et après, quand on passe en sagittal, il faut que la tête du patient soit à gauche de l'image. On n'a pas le droit de mettre la vessie de l'autre côté. Alors, je sais qu'il y a des équipes qui travaillent avec vessie à gauche de l'image, mais en fait, on n'a pas le droit de faire ça. Que ce soit par voie externe comme tout à l'heure, ou là, comme cette image, par voie interne. C'est juste un truc à garder parce que quand on relit derrière, si on pense que c'est un utérus rétroversé alors qu'il est antéversé, c'est juste qu'on a mis la patiente dans le mauvais sens sur l'image, ça pose des problèmes en fait, vraiment. Et ça marche pour toutes les imageries. Et c'est pour ça que c'est important en écho de respecter, c'est de l'imagerie, donc on fait comme en radio, en scanner ou en IRM. Donc un aspect normal d'utérus, vous connaissez tous, c'est en sagittal en bas et puis par voie interne en bas, par voie externe en haut. Et puis les ovaires, vous connaissez tous l'aspect folliculaire. N'oubliez pas de passer par voie suspubienne. C'est vrai qu'on voit beaucoup mieux par voie endovaginale, mais c'est vraiment le binôme de l'écho endovaginal et on peut avoir des infos qui sont invisibles par voie interne. Il faut toujours commencer par la voie abdominale, même si la patiente elle est obèse, même si la patiente elle a plein de gaz, on arrive quand même à avoir des infos qui peuvent être intéressantes.
Il n'y a pas besoin d'avoir de vessie remplie, sauf si la dame est vierge, mais bon, en PMA, à mon avis, vous n'en voyez pas des masses, des dames vierges. Voilà, globalement, la vessie remplie, ça ne sert pas à grand-chose. La sonde, je vous conseille de la désinfecter devant la patiente, comme ça, il n'y a pas de sujet. Et puis, bien sûr, protéger, demander à la dame, est-ce que je peux y aller? Et puis voilà, la faire pipi avant si jamais elle a envie de faire pipi. Donc en gros, dans l'infertilité, l'échographie, elle va avoir vraiment plusieurs intérêts. Elle va rechercher les causes d'infertilité, qu'elles soient tubaires, qu'elles soient ovariennes, qu'elles soient utérines. Et après, on verra en cours de stimulation aussi qu'est-ce que ça peut apporter. Donc on va commencer par les causes tubaires. Donc les obstructions tubaires proximales, en gros, l'échographie, c'est pas terrible, on voit pas grand-chose. C'est surtout l'hystérosalpingographie qui va nous aider, ou l'icosie et l'hyphosie. Donc on peut voir en fait un défaut d'opacification de la portion interstitielle. Le problème, c'est le spasme tubaire et qui peut se lever après mise en condition de la patiente. Quand on fait des échographies seules, on ne voit pas le spasme tubaire, on n'arrive pas à avoir de circulation du produit. Et les trompes, c'est quand même assez difficile à voir en écho, surtout si elles sont normales et qu'elles ne sont pas dilatées. Donc là, il n'y a pas de traduction en échographie, c'est vraiment, il faut injecter quelque chose dans la cavité pour voir s'il y a des obstructions tubaires. Les obstructions tubaires distales, elles peuvent avoir une conséquence, c'est l'hydrosalpinx. Donc là, on va avoir à l'hystérosalpingographie une dilatation de la trompe et on peut avoir un passage ou non autant tardif si c'est un simple phimosis ou une obstruction complète. Et en échographie, on va voir la conséquence de cette obstruction avec une stagnation du liquide à l'intérieur de la trompe qui donne un hydrosalpinx. Donc ça, c'est un aspect typique d'hydrosalpinx, l'aspect tubulé, l'aspect en roue dentée avec des petits septa incomplets. Ça, c'est assez facile en fait, quand on voit des images comme ça, tout le monde sait que c'est un hydrosalpinx. Là où c'est plus compliqué, c'est quand l'hydrosalpinx il est volumineux parce que à force de se distendre, ça perd son aspect tubulé et on a vraiment une boule. Et là, c'est très compliqué parfois de faire la différence entre un simple kyste ovarien ou un hydrosalpinx sous tension. Donc, il faut rester humble devant une grosse image annexielle liquidienne ronde et pure. Parfois, on croit que c'est du kyste ovarien et en fait, c'est un hydrosalpinx. Mais bon, quand on a des images typiques comme ça, c'est pas très compliqué. Il y en a qui utilisent le mode inverse 3D qui permet de voir l'aspect un peu plus tubulé, la communication, etc. Moi, je pense que c'est juste pour faire joli, mais si ça vous amuse, vous pouvez utiliser ça sur vos échos 3D. C'est des modes qui sont proposés de façon un peu systématique. Donc, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'hydrosalpinx, quand il n'est pas complètement obstructif, la plupart du temps, il se vide un peu. La pression fait que au bout d'un certain temps, il y a une cathare tubaire et puis la patiente, elle a une hydrorhée et puis ça se vide. Donc, c'est pas parce qu'en écho, on voit pas d'hydrosalpinx qu'il n'y en a jamais eu. Et parfois, il y a des discordances entre les imageries. Une fois, il y en a, une fois, il n'y en a pas. En IRM, il y en a, en écho, il n'y en a pas. C'est pas étonnant parce qu'en fait, l'histoire naturelle de l'hydrosalpinx, c'est qu'il se remplit, il se vide, il se remplit, il se vide. Donc ça, il faut aussi l'expliquer aux patientes. Parfois, elles sont fâchées parce qu'il y a des discordances, mais c'est comme ça. L'anomalie pariétale des trompes, elle est quand même assez difficile à voir en échographie. Ça, c'est plus l'hystérosalpingo qui permettra de le voir. La salpingite isthmique nodulaire, l'endométriose tubaire qui donne des aspects comme ça, de petites boules qui se greffent sur les trompes. Et puis les adhérences péritubaires, pareil. C'est compliqué à voir en échographie et c'est plutôt l'hystérosalpingographie qui va nous montrer essentiellement une stagnation du brassage péritonéal, une espèce de faux kyste péritonéal, le liquide qui stagne longtemps autour de la trompe. Les salpingites, vous en voyez pas trop, mais je préférais quand même vous montrer des images parce que vous voyez la conséquence en AMP des salpingites. On peut voir un aspect épaissi de la trompe avec ou sans stagnation de liquide. Et puis, c'est le Doppler qui va nous aider parce qu'il voit une hypervascularisation. C'est une inflammation de la trompe focalisée et donc, ça donne vraiment un aspect tout à fait inhabituel, très, très vascularisé d'une trompe qui est épaisse et un petit peu sale. Donc après, on va voir les causes utérines de l'infertilité. Donc la première cause, c'est les fibromes. Vous savez qu'on utilise la classification FIGO pour classer la localisation des fibromes. Et ceux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est ceux qui ont une empreinte sous-muqueuse, les 0, 1, 2. A priori, mais ça dépend des équipes, mais le myome intramural n'a pas d'effet sur la fécondité. Il est quand même important de les décrire quand vous faites vos échos parce que ça peut quand même être important pour le suivi obstétrical après.
L'écho 2D, elle est très intéressante parce qu'il y a un bon contraste entre les fibromes et le myomètre globalement. Et on voit des images que je vous montrerai après, rondes, qui ont ou pas une empreinte sur le muscle. Comme on disait, le Doppler nous montre un encorbellement, un aspect de vascularisation périphérique. Et puis, on arrive bien à voir le rapport à l'endomètre puisque le contraste entre le muscle et l'endomètre est plutôt bon en échographie, même si c'est en première partie de cycle, globalement. L'écho 3D est intéressante pour localiser le fibrome sous-muqueux, notamment par rapport à la corne. La reconstruction coronale est assez lisible pour les correspondants. En fait, c'est facile à relire, alors qu'une écho 2D, des fois, c'est compliqué. Sachez quand même que quand vous avez une écho 2D qui est moche, où il n'y a pas un bon contraste, la 3D, elle sera pire. Une 3D est toujours moins contrastée qu'une 2D. Donc, il ne faut pas croire que la 3D va sauver la mise. Donc, il faut toujours s'échiner à tout bien regarder en 2D et après faire une 3D pour sortir de belles images. C'est quand même hyper important. L'hystérosonographie, elle peut nous aider quand on n'a pas un accès facile à l'hystéroscopie ou quand on veut vraiment avoir une idée de si le fibrome il est FIGO 0, FIGO 1, FIGO 2, parce qu'on distend la cavité avec du liquide et on arrive à voir l'angle de raccordement du fibrome au muscle de façon tout à fait facile et efficace. C'est vraiment fiable. Donc, ce qui est important, c'est de faire une cartographie complète, se donner un peu de mal. Il ne faut pas juste dire utérus fibromateux. Il faut bien décrire chaque fibrome et puis surtout donner le mur d'aval. Vous savez qu'en fait, ce qui va nous aider, c'est de savoir où est positionné notre fibrome, mais aussi de savoir derrière ici s'il y a de la place, s'il y a assez de muscles pour que le chirurgien puisse aller retirer par voie naturelle, par hystéroscopie, le fibrome en 1 temps, 2 temps, 3 temps. Et il faut avoir cette mesure du mur postérieur, sinon il ne peut pas planifier correctement sa chirurgie. Si jamais il y a une histoire d'embolisation préalable, c'est important de donner aussi la vascularisation. Est-ce qu'il est très vascularisé, peu vascularisé? Ça, c'est important. Vous avez à côté la correspondance en IRM. C'est pour dire que ce n'est pas toujours mieux l'IRM par rapport à l'écho. Des fois, on n'y voit rien en écho, sincèrement, tout est noir, notamment quand il y a de l'adénomiose associée. Alors là, l'IRM est quand même intéressante, mais il ne faut pas passer tout de suite à l'IRM, il faut toujours se donner du mal en écho et souvent, on arrive à avoir beaucoup de réponses. Donc, je vous conseille de vraiment utiliser cette classification FIGO qui permet de parler tous le même langage, que ce soit les imageurs, les sages-femmes, les gynéco-chir, les gynécomèdes. Au moins, on sait tout de suite où il est localisé et ce que ça peut avoir comme conséquence pour la femme. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de balayer l'utérus dans toute sa largeur, de regarder dans tous les sens où est-ce qu'il est positionné, le fibrome. Et puis, bon, ça sort pas hyper bien, c'était un peu plus joli sur l'ordinateur, mais on peut avoir aussi des fibromes qui atténuent. Donc, être conscient des limites de l'examen sur des fibromes qui sont très denses ou qui sont calcifiés, ça peut cacher en arrière. Et c'est là où la voie abdominale est intéressante, parce que là, on a beaucoup moins de problèmes d'atténuation. Et c'est pour ça qu'il faut se donner du mal aussi par voie externe. Donc, au niveau de l'endomètre, on peut avoir des causes d'infertilité. La première, c'est le polype. Donc, l'échographie du polype montre un petit épaississement focalisé de l'endomètre. La plupart du temps, c'est rond et ça crée vraiment une boule à l'intérieur de la cavité. Parfois, c'est un peu plus difficile à voir. Le Doppler nous aide parce qu'il montre un pédicule vasculaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vascularisation diffuse comme dans un cancer de l'endomètre. Les vaisseaux, ils arrivent d'un côté et ils s'insinuent, mais de façon légère. Il n'y a pas des vaisseaux partout. L'échographie 3D, c'est toujours intéressant cette reconstruction coronale pour montrer à celui qui va faire l'hystéroscopie derrière où c'est situé. Et puis l'hystérosono, c'est intéressant comme pour les fibromes sous-muqueux, pour localiser et puis voir un petit peu mieux où est-ce que ça s'accroche. Ça, c'est plutôt dans les équipes où ils n'ont pas l'hystéroscopie trop facile. Nous, ici, les hystéroscopes sont tout petits, ils sont faits en consultation et donc on n'utilise pas trop l'hystérosono en fait. Quand il y a des synéchies, ça a aussi un impact sur la fertilité. Et là, c'est pas toujours facile à voir en imagerie conventionnelle. L'hystérosalpingographie montre un défaut de rehaussement. C'est assez classique. L'échographie seule peut montrer un petit trait blanc au milieu de l'endomètre. Donc, je vous conseille, si vous recherchez une synéchie
de faire plutôt en première partie de cycle, en écho. Mais là, la sono a vraiment toute sa place en montrant la petite adhérence interne. On parlait tout à l'heure des fibromes qui n'étaient pas faciles à voir quand il y avait l'adénomiose. Je sais que le docteur Milicher va en parler, mais j'insiste quand même, l'adénomiose, c'est important dans l'infertilité et il faut savoir qu'on a plein de classifications qui ont été faites. Celle qui est quand même utilisée maintenant et admise, c'est la classification avec les critères MUSA. Donc, je vous conseille de les apprendre un petit peu. Et ce qu'il faut retenir, c'est que un critère isolé, ça n'a pas tellement de valeur. Ce qui est important, c'est la multiplicité des critères. En d'autres termes, un critère isolé, il n'est pas très spécifique. Donc, ne collez pas d'adénomiose à toutes les dames qui ont un utérus globuleux ou à toutes les dames qui ont une asymétrie des murs. Par contre, si la dame elle a des kystes, des halos hyperéchogènes, des petites lignes, plus un utérus globuleux, plus un mur asymétrique, bon, bah là, vous n'avez pas trop de risque en affirmant qu'elle a une adénomiose. Les critères ne sont pas très spécifiques, on a beaucoup de faux positifs. Et donc, il faut être un petit peu prudent. Les critères les plus spécifiques, c'est les petits kystes en fait qui sont là. Et c'est des petites, des petits ronds noirs en fait à l'intérieur de la cavité. Là, si vous en avez, vous êtes assez tranquille. Il n'y a pas d'autres maladies ou d'autres états du myomètre qui donnent ça à part l'adénomiose. J'insiste aussi sur le fait qu'il y a deux types d'adénomiose. L'adénomiose qui est diffuse, c'est l'adénomiose qui vient de l'intérieur et qu'on retrouve chez les patientes qui ont eu plusieurs grossesses ou même chez les plus jeunes. Et puis l'adénomiose externe, c'est un autre type d'adénomiose. Celle-là, elle est liée à l'endométriose qui vient envahir le myomètre par l'extérieur. Et il faut bien différencier dans vos comptes rendus l'adénomiose interne. C'était les critères MUSA. Et l'adénomiose externe, où on va avoir une espèce de zone plus compacte à l'intérieur de la zone externe du myomètre avec des petits kystes. Et là, on est sur des pathologies complètement différentes, des phénotypes différents. Cette adénomiose externe, elle est liée à l'endométriose profonde, alors que l'adénomiose interne diffuse, elle n'est pas forcément liée à l'endométriose. Ce qui vous intéresse en tant que médecin qui font de la fertilité. Il faut aussi savoir que la zone jonctionnelle dont on parlait là dans les critères MUSA, la zone jonctionnelle, c'est l'interface entre l'endomètre et le myomètre qui est pathologique dans l'adénomiose et qui a été utilisée dès le départ pour dire il y a de l'adénomiose, que ce soit en écho ou en IRM. Mais au départ, sur ces classifications, on n'avait pas compris qu'il y avait plein de faux positifs et qu'il y a plein de dames qui ont des zones de jonction un peu irrégulières, un peu épaisses et qui n'ont pas forcément de l'adénomiose. Donc ça, c'était juste une diapo pour vous dire qu'en fait, la zone de jonction, c'est intéressant. L'interface, elle est intéressante, mais ça ne fait pas tout et il faut aller prudemment quand on pose le diagnostic. Il y a des faux positifs qui sont liés au cycle, à l'âge, au traitement hormonal, au fait qu'on soit ménopausé ou pas. Et donc, ça, on ne le prend pas trop en compte dans les publications. Donc, retenez juste ça. C'est important. Donc, en échographie, voilà à quoi ça ressemble, l'adénomiose. Quand on a ces nodules échogènes et ces microkystes sous endométrio, on est assez tranquille. Il n'y a pas d'autres maladies qui donnent ça. Ici, les deux petits kystes. Et puis, vous avez un aspect peigné du myomètre ici. Ça, c'est aussi un critère qui a été décrit. Elle a une asymétrie des berges antérieures et postérieures de l'utérus, cette dame. Et puis, elle a une vascularisation un petit peu peignée dans le myomètre. L'aspect des vaisseaux pénétrants, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet bien de différencier une adénomiose un peu bouliforme d'un myome. L'hyperplasie et l'hypertrophie musculaire, c'est une réaction du muscle à cette agression qui est les petits kystes d'adénomiose qui apparaissent au fil du temps. Et on voit cette asymétrie et cet aspect comme ça tigré, atténuant, qui peut vraiment gêner l'analyse. Des fois, c'est difficile de voir qu'au sein de cette adénomiose très, très tigrée, il y a aussi des petits fibromes. Et puis, donc, on reparle de la zone de jonction. On la voit aussi en hystérographie, cette irrégularité de la zone de jonction avec cet aspect en flamèche. Quand c'est typique comme ça, on n'a pas trop de risque de poser le diagnostic. Mais parfois, c'est plus subtil et donc prudence. Ensuite, on a d'autres choses qui vont toucher l'utérus et qui peuvent jouer sur la fertilité. C'est les malformations utérines.
Donc vous savez que maintenant, il faut utiliser la classification Eschereux pour parler des malformations. C'est celle qui est la plus utilisée, qui fait un peu consensus et qui classe les malformations en fonction des divers phénotypes. Donc celles qui nous intéresseront le plus, ça va être les utérus avec une cloison, les utérus unicornes avec des cornes rudimentaires et puis les utérus bicornes globalement. Donc les malformations utérines congénitales, il faut se dire qu'en fait l'écho c'est un excellent examen si vous disposez du mode 3D. Déjà en 2D, vous avez une intuition, tiens, cet utérus il n'a pas exactement la forme que j'ai l'habitude, les cornes elles sont un peu bizarres et tout. Et ensuite, on se met en 3D et on peut faire ces reconstructions coronales et ça nous permet de regarder comment se place l'endomètre par rapport au myomètre. Attention, l'échographie 3D, c'est très bien quand on voit bien, mais des fois, on ne voit pas bien. C'est comme ça. La dame, elle n'est pas échogène ou elle a des intestins qui bloquent ou alors on ne voit pas bien la séreuse. Ben, dans ce cas, l'IRM est un bon examen, mais ne passez pas toutes vos malformations utérines en IRM si vous avez pu faire un diagnostic correct en écho. J'insiste vraiment sur la force de cet examen. Donc là, on va revoir ensemble les diverses pathologies qui existent. Donc ça, c'est l'aspect normal en 3D avec un fond qui est comme ça. Ça, c'est les dames d'Istilben avec des petites cavités qui sont un peu rabougries avec un utérus hanté. L'utérus cloisonné, il peut être soit avec une cloison totale qui va jusqu'en bas, soit avec une cloison partielle. Ça va nous intéresser aussi dans les bilans de fausses couches à répétition quand il y a ces cloisons. Le but, en fait, pour l'imageur, c'est de donner la profondeur de la cloison, la distance interostiale et aussi de regarder le mur postérieur, c'est-à-dire ce qui reste derrière pour que s'il y a une chirurgie, le chirurgien puisse planifier correctement son ablation de cloison. Pour pouvoir parler d'utérus cloisonné, il faut avoir analysé la séreuse utérine qui est là derrière et qui doit en fait avoir une forme normale. On doit toujours imaginer que si on fait une célioscopie et qu'on regarde l'utérus du haut, sur un utérus cloisonné, on ne peut pas deviner qu'il est cloisonné. La séreuse, elle est normale, l'utérus, il a sa forme ronde habituelle. Il y a souvent des confusions entre cloisonné et bicorne. Dans les comptes rendus, c'est un peu original, exotique, quoi. Alors qu'un utérus bicorne, vous voyez, en fait, la séreuse, elle fait une indentation. Donc, si on imagine qu'on regarde par célioscopie cet utérus-là, on verra, il a une forme de cœur, c'est pas normal. Donc, bicorne et cloisonné, c'est pas la même chose. Donc nous, après, en 3D, on arrive à voir si c'est un bicorne partiel ou total. On mesure la profondeur de l'éperon. Donc ça, globalement, ça, c'est pas hyper compliqué. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est l'utérus unicorne. L'utérus unicorne, si on fait pas gaffe, en fait, on voit pas qu'il est unicorne. On fait notre écho et puis voilà. Il n'a pas un aspect bizarre en 2D. Il faut toujours, en fait, quand on regarde un utérus, aller chercher les deux ostiums tubaires, en fait. Et celui-là, il en a qu'un d'ostium. Donc, mais si on va pas le chercher, on le voit pas. Ils ont parfois des tailles quasiment normales, etc. On a juste l'impression que c'est un utérus latéro-dévié. Et on a souvent des dames, elles ont eu 5-10 échos, elles n'ont jamais eu le diagnostic d'utérus unicorne et après, c'est pas classe quoi, de faire le diagnostic au bout de 2-3 ans. Donc, de façon systématique, essayez toujours de chercher les ostiums tubaires et c'est ça qui va vous sauver. L'utérus unicorne, il peut avoir une corne rudimentaire ou pas. Ce qui nous intéresse quand il y a une corne rudimentaire, c'est est-ce qu'il y a un endomètre fonctionnel ou pas. S'il y a un endomètre fonctionnel, il y a une indication opératoire parce que on peut avoir des grossesses extra-utérines de façon un petit peu originale, quoi, avec des spermatozoïdes qui font le tour, de ce que j'ai compris. Donc on l'enlève. Ça donne aussi des douleurs, ça peut donner de l'endométriose. L'endomètre fonctionnel, il saigne, mais il ne peut pas être libéré parce qu'il n'y a pas de communication avec la cavité. C'est pas facile à voir en écho, mais quand on cherche, on le trouve. Sachez que les cornes rudimentaires, elles sont toujours à côté des ovaires. Les ovaires, chez ces femmes, elles sont jeunes, on les trouve. Donc vous cherchez votre ovaire et vous regardez si vous ne voyez pas une masse qui ressemble un peu à un espèce de fibrome, ça a la même couleur qu'un fibrome, comme ça, qui se balade dans le ventre à côté de l'ovaire. Et si c'est ça, voilà, c'est votre corne rudimentaire et ça, c'est hyper important dans le suivi. Parce que si jamais on a une corne rudimentaire avec un petit endomètre, il y a vraiment une indication chirurgicale derrière, c'est pas rien.
Et puis après, une fois que vous avez classé votre malformation du corps, bah, vous classez aussi votre malformation du col. Le col, on arrive à le voir aussi en écho. Il faut juste se retirer pour aller regarder. Les malformations vaginales, c'est très compliqué en écho. C'est plutôt de l'examen clinique qui nous permettront de voir s'il y a un septum ou pas. Donc voilà un exemple d'une jeune femme qui avait un utérus cloisonné, hein. Donc là, hop, c'est une reconstruction coronale qui nous montrait bien les choses. Et en fait, en 2D, vous voyez, quand vous avez ça, vous vous dites, bah, il y a un truc en trop là, c'est bizarre. Donc c'est là où vous avez la puce à l'oreille. L'IRM, on l'a fait, je sais pas pourquoi. Fichier pédagogique, quoi. Ça permet d'avoir une jolie reconstruction coronale ici. Et là, en fait, comme on a mis du gel dans le vagin, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, on a pu montrer aussi qu'il y avait un vagin cloisonné. Mais bon, la cloison vaginale, c'est pas un diagnostic d'imagerie, c'est juste pour faire joli, quoi. L'utérus unicorne en écho, celui-là, c'est la semaine dernière. C'est la dame là, que ça faisait 3 ans qu'elle était suivie, personne ne l'avait vue et donc elle était fâchée après. Bon. Donc là, vous avez votre utérus, il est à gauche et effectivement, il n'y a pas l'ostium, il est à droite, pardon, il n'y a pas l'ostium à gauche. Et quand on essaye de se mettre sur l'axial, vous voyez, il y a une espèce de truc, on dirait un fibrome. Donc ça, c'est décrit comme un fibrome sous-muqueux, sous-séreux depuis le début, mais en fait, c'est sa corne rudimentaire. Il n'y avait pas d'endomètre dedans, donc il n'y a pas d'indication chirurgicale a priori. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc là, on a passé les causes utérines. Maintenant, on va passer aux causes ovariennes d'infertilité. Et l'échographie, bah, elle a un rôle majeur. Donc, pour commencer, bah, le syndrome des ovaires polykystiques. Alors attention, hein, l'échographie, elle n'est absolument pas au centre du diagnostic du SOPK. C'est vraiment un diagnostic clinique et biologique. Et il faut retenir que l'échographie n'est pas censée être utilisée pour le diagnostic. C'est la clinique et puis le dosage des androgènes qui va vous permettre de poser le diagnostic. Après, il y a des formes qui sont un peu tangentes, qui ne sont pas classiques. Et dans ce cas, l'échographie, ça va être un argument de plus. Maintenant, il ne faut plus utiliser les critères de Rotterdam qui sont complètement datés. Il faut utiliser les critères Eschereux 2018 qui sont beaucoup plus simples. En gros, pour chaque ovaire, il faut qu'il y ait un nombre de follicules de plus de 20, parce qu'avant c'était quand même 10-12, mais comme on a progressé techniquement, on est passé à 20. Et le volume, plus de 10 cc. C'est quand même des bons gros ovaires, hein, 10 cc. Hein. Sachant qu'on peut mesurer le volume que s'il n'y a pas de kyste, qu'il n'y a pas de corps jaune, qu'il n'y a pas de follicule dominant qui augmenterait artificiellement le volume de l'ovaire. La forme est souvent ronde, mais ce n'est pas forcément le vrai. Donc ça, on ne l'utilise plus. Et puis, il y a des critères qu'il ne faut plus utiliser. Je reviendrai, c'est ceux-là. C'est la répartition périphérique des follicules, vous pouvez le mettre dans votre compte-rendu, mais ça ne sert à rien. Et puis la densité du stroma ovarien, qu'il soit hyper échogène, qu'il y ait de la vascularisation dedans, tout ça, on ne l'utilise plus. Et il faut bien retenir que maintenant, c'est 20 follicules par ovaire et non pas 12. C'est vraiment important. Pour calculer un volume ovarien, vous vous mettez dans les 3 plans de l'espace. Alors, vous pouvez utiliser le mode 3D ou vous pouvez utiliser le mode 2D en tournant. Il faut bien être perpendiculaire parce que si vous faites une mesure en axial et une mesure de traviole, ça ne marchera pas. Il faut que les deux axes soient perpendiculaires. Vous avez dans vos échographes des modes de volume ovarien. Ce n'est pas le même que volume utérin. Hein, c'est des calculs un peu différents. Il faut bien choisir le bon. On peut, si on n'a pas envie de faire le volume, faire la surface aussi. Dans ce cas, privilégiez le tracé où vous faites vous-même le contour de l'ovaire parce que, comme je vous dis, ils ne sont pas toujours ronds. Et puis, ne pas prendre à tort des surfaces ou des volumes quand il y a des kystes dans les ovaires. Donc retenez, hein, ça ne sert à rien de mettre plein de blabla dans le compte-rendu. Il y a deux choses à mettre, volume, nombre de follicules. Donc, il y a dans les appareils des modes automatisés de calcul des follicules. Donc ça, c'est pas mal utilisé en cours de stimulation. À l'usage, en vrai, ça marche chez certaines dames qui sont bien échogènes. Il y en a d'autres où c'est un peu compliqué. Ça mesure l'intestin d'à côté, la trompe et tout ça. Donc, des fois, ça prend plus de temps d'aller vérifier que les mesures elles ont été bien faites que de faire à l'œil. En fait, on n'est pas si mauvais en comptant à l'œil. Hein. Donc vous voyez que ce qui vous arrange, il faut savoir que c'est bien beau et qu'ils vendent ça comme un truc révolutionnaire, mais il faut faire un contrôle qualité derrière parce que des fois ils mesurent vraiment les trucs d'à côté et c'est pas des follicules. Voilà, globalement.
Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, globalement, les dames, vous savez qu'elles ont ça hein, quand elles viennent chez vous. C'est quand même pas fréquent qu'elles arrivent chez vous et qu'on le découvre, mais il y a certaines personnes qui rentrent dans le SOPK pour une infertilité primaire. Donc, y pensez quand même, hein, parce que tout le monde n'est pas typiquement obèse avec une hyperandrogénie. Il y a des nanas toutes minces avec des cycles réguliers, mais qui sont quand même SOPK. Ensuite, les kystes ovariens, ça vous le rencontrez souvent. Est-ce que ces kystes-là, ils sont responsables de l'infertilité? Probablement pas, sauf l'endométriome. Mais c'est important d'avoir dans l'œil ces kystes qui sont très très fréquents. Donc le kyste fonctionnel hémorragique, c'est typique, hein, il y a vraiment un aspect en filet de pêche et puis ça va partir au bout d'un ou deux cycles naturellement. Le kyste dermoïde, il a un aspect échogène avec atténuation, mais ça peut revêtir plein de formes. Quand vous avez un kyste qui est un peu bizarre, vous ne savez pas trop ce que c'est, en général c'est un dermoïde. Et puis les endométriomes, on va refaire un point après. Quand on parle d'ovaires, on parle aussi d'insuffisance ovarienne. Et là, finalement, on peut avoir déjà des patientes qui n'osent pas parler de leur bouffée de chaleur, qui ont des règles un petit peu espacées, mais pas trop. Et en fait, quand on fait l'écho, on a une atrophie endométriale, un endomètre extrêmement fin, et puis un compte folliculaire à 2 ou 3. Donc ça, c'est pareil, hein, ça existe avant 40 ans, les insuffisances ovariennes, même à partir de 20 ans, hein, c'est rare, mais ça existe. Et donc, il faut que vous ayez la puce à l'oreille quand vous voyez ça. Et il n'y a jamais aucune patiente qui va vous dire spontanément qu'elle a des bouffées de chaleur avant 40 ans. Par contre, quand on pose la question, elles disent ah bah oui. Et là, ça oriente carrément vers le diagnostic et il faut faire un bilan précis. Après, les kystes ovariens, ils peuvent être aussi liés à l'infertilité par la sécrétion inhabituelle d'hormones et notamment par des tumeurs sécrétantes parce que ça induit un rétrocontrôle sur l'hypophyse qui chamboule un petit peu le cycle et qui empêche les patientes d'ovuler correctement. On va revoir un petit peu les aspects. La plus fréquente finalement, c'est la tumeur de la granulosa, bien qu'elle reste une tumeur rare de l'ovaire, mais c'est celle que vous allez retrouver le plus souvent dans le contexte de la PMA. Il faut savoir qu'il y a deux types de granulosa, la forme adulte et puis la forme juvénile. C'est pas parce que c'est une forme juvénile qu'une dame de 40 ans, elle peut pas faire une forme juvénile. C'est un diagnostic anapathe, hein. C'est juste les cellules, elles sont un peu différentes dans la tumeur. Ces tumeurs de la granulosa, c'est des tumeurs des cordons sexuels et du stroma, et donc elles ont un potentiel de sécrétion d'hormones, et la plupart du temps, elles sont œstrogéno-sécrétantes. Donc elles vont avoir une action à la fois sur les cycles, mais aussi sur l'endomètre, avec des hyperplasies endométriales, des polypes, des saignements. Les dosages reposent sur l'inhibine B qui n'est pas demandé en systématique. Œstrogène et AMH, vous les avez toujours dans vos bilans. Donc ça peut être assez piégeant. Souvent ces dames, enfin souvent, on n'en a pas tous les 4 matins, mais on croit qu'elles ont des SOPK unilatéraux en fait. L'aspect des tumeurs de la granulosa, c'est des tumeurs qui ont un aspect un peu en éponge comme ça. Et donc, forcément, c'est une tumeur, ça donne un ovaire rond. Le reste de l'ovaire, il est complètement détruit par la tumeur. Et donc, ça traîne en disant soit torsion en général, soit SOPK. Donc, il faut penser à chercher les signes d'hyperœstrogénie, les douleurs mammaires et tout ça pour orienter aussi hein, au niveau de la clinique. Après, nous, quand on a ça, on ne fait pas le diagnostic en écho. On se dit, bon, la clinique et puis l'image, ça colle, on va passer en IRM. Et là, on trouve des signes en faveur. Notamment, c'est des tumeurs qui saignent dans les logettes. C'est un aspect un peu typique d'éponge avec des petites zones hémorragiques dedans. Quand on injecte du produit de contraste et quand on fait nos séquences de diffusion, c'est des séquences un peu fonctionnelles, on trouve une hypercellularité, un aspect un peu tumoral. Mais il faut savoir qu'il y a des formes qui peuvent être plus rares et piégeantes. Il y en a qui sont purement kystiques, on dirait des cystadénomes séreux, et il y en a qui sont purement solides, vraiment des boules comme dans cet exemple-là. Donc c'est vraiment la clinique qui nous oriente. Il faut savoir que c'est des tumeurs qui peuvent se rompre et comme elles sont hémorragiques, donner un hémopéritoine et une péritonite inflammatoire. Ça peut donner des adénopathies, mais plutôt par réaction inflammatoire. Ça métastase pas trop dans les ganglions. C'est pas trop lymphophile. L'autre type de tumeur ovarienne qui sécrète, c'est la tumeur de Sertoli-Leydig. Elle a plutôt tendance à donner une virilisation. La patiente, elle a
des poils qui poussent à des endroits inhabituels, elle a la voix qui change, elle mue, elle a les cheveux qui tombent, mais comme un homme avec des golfes temporaux, elle a au maximum une hypertrophie clitoridienne. Donc encore une fois, la clinique est hyper importante. Quand on a des signes de virilisation comme ça, de façon un peu explosive, il faut qu'on recherche des tumeurs de Sertoli-Leydig. Alors celle-là, elle est énorme et tout, mais des fois, c'est des toutes petites tumeurs qui sont très difficiles à voir, vraiment minimes. Donc là, en écho, c'est compliqué hein, quand les tumeurs elles font moins d'1 centimètre, on n'arrive pas bien à les analyser. Donc si vous avez une suspicion clinique de tumeur sécrétante ovarienne, là, il faut passer à l'IRM parce que les séquences fonctionnelles, elles permettent de voir s'il y a un truc tumoral ou pas dans l'ovaire. Même si c'est un peu grossier l'analyse, au moins on dit normal, pas normal. Si c'est pas normal, ben on refait le point, quoi. Donc les tumeurs de Sertoli, c'est beaucoup plus rare que les granulosas qui étaient déjà rares. C'est souvent des femmes un petit peu plus âgées, mais ça arrive hein, avant la ménopause. Et puis l'imagerie, elle est peu spécifique. On voit juste une tumeur qui peut avoir plein de types, enfin plein d'aspects. Une maladie de système est associée, c'est le von Hippel-Lindau qui font plus de Sertoli-Leydig que les autres. Après, ça peut avoir plein d'aspects. Là, on avait l'impression que c'était pareil, un cystadénome, alors que c'était une tumeur de Sertoli qui avait un impact sur l'endomètre. Parce que celui-là, il sécrétait des œstrogènes. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Une tumeur bénigne des cordons sexuels et du stroma, et c'est le fibrotécome. Et il faut savoir que le fibrotécome, parfois, il peut sécréter. C'est des raretés, hein, là. Je vous dis juste ça pour globalement la culture, mais quand on a des fibromes dans l'ovaire et que la dame elle est infertile, se poser la question, est-ce que c'est pas se poser la question, c'est pas un fibrotécome sécrétant peut-être. C'est une cause rare si jamais on a éliminé toutes les autres causes. La difficulté, c'est qu'en imagerie, on n'a pas trop de possibilité de discriminer entre un simple fibrome ovarien ou un fibrotécome sécrétant. C'est encore une fois les dosages hormonaux un peu spécifiques qui nous aideront à avancer. Une cause rare de tumeur germinale qui peut donner des sécrétions hormonales, soit œstrogènes, soit testo, c'est le dysgerminome. Ça, je vous en parle parce que c'est une tumeur de la femme jeune qui est rare mais qu'on peut rencontrer. C'est des grosses masses en général, solides avec des petits septa et qui peuvent être bilatérales. Voilà un aspect. En fait, souvent, elles arrivent comme ça, les dysgerminomes, avec des grosses masses. Et puis, c'est bon. Moi, j'ai pas eu de dame qui venait, qui rentrait dans le dysgerminome par l'infertilité, mais on peut imaginer que ça peut arriver puisque c'est ça sécrète. Et donc, si on veut faire un point aussi sur l'écho et l'infertilité, on ne peut pas ne pas parler d'endométriose, mais encore une fois, je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que vous allez avoir un cours complètement dédié. Juste pour faire passer le message, l'écho, c'est un excellent examen pour le diagnostic d'endométriose et pour faire une cartographie précise, aussi dans les mains d'un expert. C'est vraiment très important de se donner du mal et on peut trouver plein de choses quand on cherche et qu'on sait chercher. Donc l'endométriose ovarienne, on la voit plutôt bien quand les endométriomes ils font plus qu'1 centimètre. Quand ça fait moins qu'1 centimètre, c'est parfois difficile parce que le contraste entre l'endométriome et le parenchyme ovarien n'est pas toujours facile à voir. On voit les adhérences et puis on peut voir aussi les hématosalpinx ou les hydrosalpinx qui sont fréquemment associés dans le cadre des endométrioses. L'atteinte profonde postérieure, elle peut aussi nous intéresser parce que ça fait partie du bilan global de la maladie. On est très bon en échographie pour voir les nodules digestifs, les nodules du torus et les nodules des ligaments utérosacrés. On est très bon pour voir les nodules de vessie. Là où on est moins bon, c'est quand ça s'éloigne du centre de la patiente. Quand ça va dans les lames, quand ça va dans les sciatiques, quand ça va dans les paramètres ou quand c'est abdominal haut sur les urtères. Mais globalement, il faut quand même retenir qu'une écho d'expert, c'est hyper performant et très précis sur l'endométriose. Alors, une fois qu'on a fait notre diagnostic, vous allez suivre vos patientes et là, l'échographie, elle est complètement centrale hein, dans la prise en charge et dans le suivi des patientes. Donc, en fonction du type de PMA que vous allez leur proposer, que ce soit en insémination ou en FIV, c'est très très important d'avoir un bon échographe et puis de suivre la patiente. Donc ça, après, vous savez, hein, quand on stimule, on doit suivre le nombre et la taille des follicules et on doit aussi analyser l'aspect, la couleur de l'endomètre et son épaisseur.
Et après, vous connaissez les critères de déclenchement de l'ovulation, les critères d'annulation du cycle, hein. Il faut bien transmettre à la patiente qu'elle n'attende pas pour transmettre les résultats si jamais il y a besoin d'annuler. La stimulation multifolliculaire, c'est important de noter tous les follicules et de les mesurer dans les deux axes quand ils sont pas ronds. Il ne faut pas donner le plus grand diamètre. En fait, on fait la moyenne quand les follicules ils sont ovales. On mesure les deux et on fait la moyenne des deux et c'est ça qui comptera. Il est aussi important de donner l'aspect de la glaire cervicale et puis l'épaisseur et l'aspect de l'endomètre. Voilà. Et connaître les critères d'annulation du cycle, lorsqu'il n'y a pas assez de follicules recrutés, lorsqu'il y a trop de follicules, et puis voilà. Après, vous allez vous servir de l'écho pour faire des ponctions ovocytaires, et puis les transferts embryonnaires, ce qui permet de guider les choses. Il y en a certains qui utilisent encore le Doppler. Bon, moi, sincèrement, je ne l'utilise pas trop, mais il faut connaître ces critères. Les paramètres fonctionnels péjoratifs, c'est des index de pulsatilité élevés, une encoche protodiastolique et l'absence de flux diastolique final. Voilà, à connaître, mais bon. Le syndrome d'hyperstimulation ovarienne, ça c'est hyper important, c'est un syndrome clinique biologique mais aussi radiologique, échographique. Et donc on classe l'hyperstimulation ovarienne en 3 catégories, soit mineure avec un volume ovarien qui reste quand même pas trop élevé, moins de 5 cm de diamètre maximal. Une hyperstimulation modérée, ça va jusqu'à 12 cm. Et après, l'hyperstimulation sévère, c'est un énorme ovaire et surtout des fluides acides et épanchement pleural. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'échographie, c'est très bien. Il ne faut pas croire que l'IRM, c'est mieux. En fait, l'échographie, dans la plupart des cas, va vous donner les infos qu'il vous faut. Il faut se donner du mal. Il faut toujours passer par voie externe et par voie interne. Et puis, il faut connaître aussi à quel moment on fait l'échographie. On ne va peut-être pas faire le même compte-rendu quand c'est un bilan initial ou quand c'est en cours de stimulation à J3 ou J5 après le médicament que vous lui aurez donné. C'est important aussi de connaître la complémentarité des techniques, l'échographie, l'hystérosalpingographie, l'IRM, à discuter avec l'ensemble de l'équipe. Puis n'hésitez pas surtout si vous ne faites pas vous-même vos échographies, à discuter avec les gens qui vous les font parce qu'on apprend au contact des prescripteurs et puis nous, radiologues, des fois on ne se rend pas compte que ça c'est important et ça c'est pas important. On réadapte notre compte-rendu en fonction de ce dont vous avez besoin, quoi. Voilà. Si vous avez des questions. Je sais pas comment on arrête. Dans la salle. Alors, vous n'avez pas de questions sur l'échographie? Il y a quelqu'un dans le chat qui demande comment on fait un 3D. Alors, le 3D, c'est un petit bouton qui nous permet de faire une acquisition. C'est la machine qui le fait. Il faut une sonde spéciale. C'est une option qu'on paye et c'est une sonde qu'on doit payer. Par contre, vous pouvez toujours faire une écho classique avec une sonde 3D. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 2 sondes différentes. Et on appuie sur le bouton. Là, pareil, il fait une acquisition. On n'a pas besoin de bouger. Et après, sur l'écran, on reconstruit avec nos petits boutons dans les 3 dimensions de l'espace. Mais quand vous achetez votre échographe, normalement, l'ingénieur d'application, il vous fait une formation dessus. C'est une option payante, mais c'est quand même assez intéressant, je pense, en gynéco. On a les 3 coupes, en fait. C'est un volume qu'on acquiert, donc c'est comme en scanner, on coupe dans tous les sens. On peut faire des diagonales, on peut faire des... c'est vous qui choisissez. Vous pouvez le mettre comme vous voulez et après ça acquiert un espèce de cylindre autour de votre sonde. Donc il y en a qui acquièrent en sagittal, il y en a qui acquièrent en axial. Moi je fais, ça dépend. Une question par rapport à l'adénomiose externe. Ouais. Donc si on reçoit une patiente avec un adénomiome qui est un peu situé en regard de la séreuse, Ouais. on peut trancher que la patiente a de l'endométriose? Alors adénomiome et adénomiose externe, c'est encore 2 choses différentes. Adénomiome, c'est plutôt une espèce d'adénomiose interne qui s'organise en boule, alors que l'adénomiose externe, c'est vraiment une plage fibreuse rétractile, un peu comme un nodule du torus, mais qui serait dans le myomètre. Cette adénomiose externe, elle est toujours associée à une endométriose profonde en regard. Donc s'il n'a pas été décrit d'endométriose, il faut faire un bilan en ce sens, c'est qu'on a dû louper quelque chose. Mais un adénomiome, ça peut être isolé. T'es d'accord?
Une autre question. Si on a un utérus rétroversé, est-ce qu'on doit chercher justement les signes d'endométriose? Alors l'utérus rétroversé, c'est quand même 20% de la population. Je pense pas qu'elles aient toutes de l'endométriose. Et d'ailleurs, l'échographie, elle est très performante pour rechercher l'endométriose des ligaments sur un utérus rétroversé, alors que l'IRM, elle est nulle. Hein. On a plein de faux positifs. Donc par contre, techniquement, il faut que vous vous retiriez un peu. Vous pouvez pas vous mettre au fond du vagin parce que vous écrabouillez tout. Exactement. Il faut se retirer et regarder si l'utérus y suit ou pas. Et le torus, on arrive bien à le voir en écho parce qu'on est vraiment au contact, même sur les utérus rétroversés. Et donc, vous pouvez chercher dès que vous voyez un utérus rétroversé, mais je ne crois pas que ce soit un facteur de risque. Est-ce qu'on doit systématiquement faire un 3D pour étudier le pachyméomètre? Ça doit être systématique que de faire une coupe coronale pour étudier la jonction myomètre? On va en parler juste après du bilan à faire. C'est intéressant, ça dure pas longtemps, ça dure 20 secondes. Mais c'est pas parce que vous voyez une zone de jonction sur 2 mm qui est un peu irrégulière, il faut lui coller une adénomiose si vous n'avez pas d'autres signes. C'est sur la morphologie de l'utérus que c'est vachement important, plus que sur l'écho 3D en première intention, c'est surtout pour rechercher les malformations utérines, plutôt que pour rechercher l'adénomiose spécialement. Mais bon, ça dure 30 secondes, puis c'est joli, ça met de la couleur. Il y a une question sur comment caractériser la glaire cervicale. La glaire cervicale, il y a quelqu'un qui on ne caractérise pas, on regarde s'il y a du liquide dans l'endocolle, dans la cavité, oui, non. Et puis c'est tout, c'est un oui, non. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu de liquide? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de liquide? Non, c'est tout. Top. Merci beaucoup, Merci, Corinne. Trop bien.